longtemps, Vinicius a été très très influent dans les prestations, dans les performances du Real. Donc aujourd'hui, venir m'expliquer par A plus B, oui, mais c'est les critères qui ont changé, c'est pour ça. Mais les gars, si on doit donner un ballon d'or à un joueur, c'est pas parce qu'il est fair play ou parce que je ne sais quoi. C'est par rapport à ses performances sur le terrain. Et Vinicius a démontré que l'année dernière, c'était lui le meilleur joueur du monde. Tu vois. Mais de là maintenant, il y a quelque chose qui découle. Et moi, je pense que Vinicius subit un délit de sale gueule. Tu payes ton billet pour aller voir un match de foot. Qui tu vas voir, Rodri ou Vinicius? Ça dépend de quel style, de quelle famille de football, hein, donc de quelle appartenance, de quelle école de foot. Avant, il n'y avait que le foot spectacle, où nous tous on regardait le foot pour voir un dribble, un petit pont, un Ronaldinho qui driblait, un Ronaldo, le vrai Ronaldo, on dit toujours le vrai. Attention, hein, les gens vont tomber sur toi. Le premier qu'on a connu, c'est lui. C'est Ronaldo, le phénoménal. Donc c'est lui. Parce que pour moi, en fait, le délit de sale gueule, il vient là. Okay. Aujourd'hui, quand c'est un joueur noir qui répond, tout simplement, qui ne se laisse pas faire, qui est là, qui mène des combats, qui se bat, même sur le terrain, voilà. On va dire quoi? Oui, il a un poli, il n'est pas classe, nanana. Mais quand c'est d'autres joueurs, on appelle ça la grinta. Moi, c'est ça qui me pose problème. Tous les mecs que je t'ai cités. Okay. Aujourd'hui, Sergio Ramos sur un terrain de foot, c'est pas le mec le plus classe du monde ou le plus fair play. Mais on va dire qu'il a la grinta. Un mec comme j'ai pas de nom tout de suite. Gattuso à l'époque. Gattuso, c'est un mec mais détestable, le mec. Cannavaro. Les Cannavaro, tu vois, les Italiens. Donc bienvenue sur Terre Africa. On est là aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité. Donc on va parler d'un sujet d'actualité. Je suis pas seul. Je suis avec Emmanuel. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Ryan, bonsoir tout le monde. Bonsoir, donc Emmanuel, vous avez l'habitude de voir Emmanuel, il est avec nous dans l'équipe Terre Africa. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet concernant le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, hein. Donc, on a vu Rodri remporter le Ballon d'Or devant Vinicius Junior du Real de Madrid. Et je sais que ça crée des tensions, des polémiques. Il y a beaucoup qui ont pensé que c'était Vinicius qui méritait ce Ballon d'Or, mais le Ballon d'Or a été remis à Rodri par rapport, il y a d'autres critères qui sont entrés en jeu. Et on nous a expliqué que Rodri méritait parce qu'il y avait des critères qui étaient remplis, donc notamment les votes pour le Ballon d'Or. Ce n'est pas tous les joueurs qui votent, mais c'est des journalistes des pays qui votent et des capitaines aussi des équipes nationales, des équipes nationaux qui votent aussi pour le prochain ou bien le futur Ballon d'Or. Donc aujourd'hui, on va aborder ces sujets, voir si réellement ces Ballons d'Or devaient être décernés à Vinicius ou si réellement c'est Rodri qui mérite ces Ballons d'Or. On va essayer aussi de voir si c'est pas un problème qu'on a déjà vécu dans le passé ou si c'est un problème qui touche souvent les joueurs noirs ou bien les joueurs africains, parce qu'on sait que d'après l'histoire du football, dans l'histoire du football, on n'a qu'un seul joueur africain, par exemple, qui a remporté le Ballon d'Or, qui s'appelle George Weah, qui est l'ex-président du Libéria. Et jusqu'à présent, aucun joueur africain n'a pu remporter le Ballon d'Or. Voilà, le Ballon d'Or. Donc, c'est vraiment un sujet très intéressant. Donc, Emmanuel, tu as regardé avec moi. Je sais que tu es passionné du football. Emmanuel suit le football. On suit le football depuis qu'on est très jeune, en fait. On connaît un peu l'historique, l'histoire du foot et tout ça. Et vous aussi, il y a des gens qui nous suivent, qui regardent aussi le football. Que penses-tu de ces ballons d'or, en fait, qui a été remis à Rodri? Tu penses que Rodri l'a mérité ou Rodri n'a pas mérité? Ah là là là. Alors, cette histoire de ballon d'or, ça a fait couler beaucoup d'encre. Non, moi, si je devais donner mon avis, je pense que ce ballon d'or, le fait que Rodri le gagne, c'est bon, c'est mérité. Mais est-ce que Rodri mérite ce ballon d'or plus que Vinicius? Elle est là la question. Bonne question, oui. Elle est là la question. C'est mérité pour lui parce que c'est un très grand joueur. Hein. C'est pas un peintre, c'est un très très grand milieu de terrain. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il le mérite plus que Vinicius? Moi, personnellement, je ne pense pas.
Pourquoi? Parce que forcément, il faut donner des arguments. Parce qu'aujourd'hui, si on me parle de trophée collectif, on devrait normalement le remettre à Carvajal, par exemple. Parce que c'est le joueur qui a tout gagné cette saison. Ouais. D'autant plus qu'il a été important dans les matchs décisifs. C'est-à-dire, avec le Real en finale, et avec l'Espagne également en finale aussi. Je crois qu'il fait passe D, oui, moi, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, il a été influent. Donc, si on me parle de collectif, c'est censé être Carvajal. Et si on doit me parler de statistiques, c'est Vinicius. Parce qu'il a beaucoup plus de buts, il a beaucoup plus de passes D, il a la Ligue des Champions, il a le championnat, la Copa América. Voilà. Certes, il n'a pas eu son choix, ils sont sortis en quart de finale, je crois. Je crois qu'il a fait un parcours catastrophique en Copa América. C'était la chose qu'il a fait. C'était le Brésil. Voilà, le Brésil, ils ont pas fait un parcours fou. Donc, mais en tout cas, tout au long de la saison, Vinicius a été très, très influent dans les prestations, dans les performances du Real. Donc aujourd'hui, venir m'expliquer par A plus B, oui, mais c'est les critères qui ont changé. C'est pour ça. Mais les gars, si on doit donner un ballon d'or à un joueur, c'est pas parce qu'il est fair play ou parce que je ne sais quoi. C'est par rapport à ses performances sur le terrain. Et Vinicius a démontré que l'année dernière, c'était lui le meilleur joueur du monde. Tu vois. Mais de là maintenant, il y a quelque chose qui découle. Et moi, je pense que Vinicius subit un délit de sale gueule. Pourquoi? On entre dans le vif du sujet. On entre maintenant dans le vif du sujet. Et je pense que c'est pour ça qu'il a perdu ce ballon d'or, parce que aujourd'hui, on va pas se mentir, Vinicius, malgré tout, ça reste un joueur noir. Ouais, tout à fait. Et le ballon d'or, c'est décerné au joueur qui est la représentation, si tu veux, du football mondial, du football européen. C'est celui-là qu'on va voir, c'est lui qui représente le foot. Donc moi, je pense que le donner à ce mec-là, qui déjà, de 1 est noir, de 2 n'a pas sa langue dans sa poche, et qui mène un combat très, très dur. Et contre le racisme. Voilà, contre le racisme qui n'est pas forcément adulé par les hautes sphères du football européen et mondial. Donc, toutes ces choses-là, moi, je pense que son ballon d'or n'a pas été remis, mais c'est pas juste une question de terrain. Comme l'a dit Camavinga dans un post que j'ai vu, je pense que c'est un ballon d'or aussi, il y a beaucoup de politique dedans. Parce qu'il faut savoir aussi que le président de l'UEFA, qui est maintenant associé avec le ballon d'or, il est en guerre ouverte avec Florentino Pérez, qui est le président du Real. Et moi, je pense que c'est l'histoire de la nouvelle coupe qu'il voulait créer. La nouvelle ligue que voulait créer Florentino Pérez. Voilà. Oui. Tu vois, il y a ce truc-là aussi. Et voilà, moi, je pense que pour toutes ces raisons-là, je pense que c'est pas juste une question de terrain ou Vinicius, il a pas. Parce qu'aujourd'hui, on me dit, oui, Rodri, il a fait un Euro incroyable. Mais les gars, si on doit donner un ballon d'or, on ne juge pas un mois de compétition. Le ballon d'or, c'est sur toute une saison. Et Rodri, aujourd'hui, il ne fait même pas partie des top 10 des meilleurs joueurs en Première Ligue. C'était même pas le meilleur joueur de Première Ligue, c'était Phil Foden. Et même dans les 5 premiers, il n'était pas dedans. Donc, comment tu vas donner un ballon d'or à quelqu'un qui n'est ni dans le top 5 des meilleurs joueurs en Première Ligue? En termes de stats, bon, c'est des stats plutôt normales, mais c'est pas le joueur qui a porté Manchester City. Oui, il fait un Euro, mais en milieu de terrain, quand même, il stabilise le jeu, quand même. Oui, il stabilise le jeu, comme beaucoup l'ont fait. Ouais. Comme beaucoup l'ont fait avant lui. Mais comme Golo Kanté, par exemple. Voilà, même comme des Espagnols avant lui, les Xavi et les Iniesta, il y a beaucoup de joueurs qui sont, moi, je pense, plus forts que lui, mais n'ont pas eu ce trophée-là. Et pourquoi aujourd'hui, alors qu'il y a un joueur qui est au-dessus de lui? Donc, il y a beaucoup de questions qui rentrent dedans, et moi, je pense que voilà, c'est pas. Et dans ces cas, c'est juste pour nuancer, en fait. Si on doit crier, on crie pas au racisme, mais on voit qu'il y a aussi une injustice qui a été faite dans l'histoire du Ballon d'Or. Mais c'est à peu près la même chose qui a eu lieu, en fait, entre Iniesta et c'était Iniesta et Messi, je crois, le Ballon d'Or. Iniesta a fait son Ballon d'Or. Iniesta méritait de remporter le Ballon d'Or, on le savait tous. Mais pourtant, le Ballon d'Or a été remis à Messi, parce que l'année où Messi a remporté le Ballon d'Or, si je ne me trompe pas,
c'est l'année où Iniesta il a remporté la Coupe du Monde avec l'Espagne. Il a marqué en finale. Il a fait un parcours exceptionnel en Champions League. En championnat, le Barça a dominé le championnat. Mais en fin de compte, on a retrouvé un Messi qui était Ballon d'Or, qui a remporté le Ballon d'Or. Le même cas aussi avec Franck Ribéry. Il a tout remporté. Il a remporté les trophées. Il a tout remporté. Même s'il n'a pas brillé voilà, avec l'équipe nationale. Hein. Il n'avait pas vraiment... voilà, c'était un peu mitigé. Mais en fin de compte, on l'a donné à Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'on ne regarde pas la tête, en fait, les personnes qui auraient aimé le Ballon d'Or? Parce que Camavinga a parlé de la politique et tout ça. Donc, est-ce qu'il y a vraiment la politique dans le football, oui ou non? Parce que bien sûr, parce que tout, moi je pense que tout n'est pas fait au mérite, sinon on le saurait. Par exemple, par rapport au Ballon d'Or de Iniesta, comme tu as pu le dire, c'est un très bon exemple. Mais moi, je pense que à cette époque-là, en tout cas, le Ballon d'Or n'était pas remis à celui qui... En fait, c'était les stats qui comptaient. Et on va pas se mentir, Messi il fait une saison stratosphérique. Je sais pas combien de buts il met ou de passes décisives, mais en tout cas, en termes de statistiques, c'était incroyable. C'était du jamais vu. Tu vois. Donc, c'est des mecs, que ça soit Messi ou Cristiano, ces deux mecs-là ont déréglé le foot. Pour moi, ils ont vraiment... ils ont déréglé le foot. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, on dit que le Ballon d'Or véritable, c'est Vinicius, mais quand tu regardes la saison de Vinicius en vrai, c'est une saison normale. Tu vois, c'est pas une saison incroyable. Aujourd'hui, un mec qui met 30 buts, pendant une année, pendant une saison, on se dit ouais, ça va, c'est très bien. Et les gars, avant Cristiano et Messi, un mec qui mettait 26 buts en championnat, c'était un truc de fou. Donc pour moi, en fait, Messi et Cristiano, c'est vraiment, en tout cas, la décennie qu'ils ont dominé. Je pense que c'est une parenthèse dans le foot, déjà qui a tout déréglé. Et pour moi, il n'y a pas vraiment de comparaison, tu vois. Parce qu'on peut dire, oui, Iniesta, il a fait une très grosse saison, il a marqué en finale et tout. Mais la saison que fait Messi, moi je vous l'ai dit, les gars, moi, je suis pro CR7. Hein, voilà, c'est très clair. Mais la saison qu'il fait, c'est extraordinaire, tu vois. Donc, moi, pour moi, c'est pas vraiment un vol, tu vois. Aujourd'hui, on me parle, pour revenir à Rodri, on me parle de le Ballon d'Or du vrai football. Et les gars, ce que fait Vinicius sur un terrain de foot, ça s'appelle quoi? Si c'est pas du football. Déjà, avant ça, on va aller aux critères d'abord. Parce que là, je viens de voir les critères du Ballon d'Or, en fait. Ouais, s'il te plaît, ça c'est très important. Il y a 3 critères, en fait, pour choisir, pour voter un Ballon d'Or. Donc, 3 critères hiérarchisés sont pris en compte par le votant du Ballon d'Or. Donc, en premier, le performance individuelle. Donc, on va aller étape par étape. Étape par étape. Individuelle. Ouais. En termes de performance individuelle, entre Rodri et Vinicius, qui est le plus performant, qui a été le plus performant en saison 2023? Sur la saison. Sur la saison. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Pas oublier que Vinicius, il a commencé timidement aussi la saison. Parce que quand on dit que voilà, c'est Vinicius qui a porté le Real, vrai et faux aussi en même temps. Parce que pour moi, honnêtement, je pense que sur la saison, ce n'est pas que Vinicius qui a porté le Real. Il y a Bellingham aussi. On oublie Bellingham parce que Bellingham, il a signé au Real l'année dernière. On a vu qu'il a fait une saison extraordinaire, sauf qu'il a eu un temps de mou. Hein. Il a baissé un peu de niveau. Ouais, il a eu un moment où c'était un peu compliqué. C'est lui qui a porté le Real. Les Clasico, contre l'Atlético, le Barça, il y a des gros matchs où c'est Bellingham qui a porté le Real. Mais après, est-ce qu'aujourd'hui, on n'oublie pas aussi Bellingham, on met un peu trop en avant Vinicius qui s'est réveillé un peu tardivement. Et voilà, pour revenir dans les performances entre Rodri et Vinicius, il faut savoir que Rodri, il a fait une bonne saison, une très bonne saison par rapport à son poste. Hein. Il est milieu de terrain, il n'est pas attaquant comme Vinicius. Oui, non, mais j'entends ce que tu me dis. Hein, j'entends ce que tu me dis et il faut faire attention. Je ne suis pas en train de dire que Rodrigo, c'est un peintre. Le mec, il ne sait rien faire avec ses jambes. Rodri, pardon, excuse-moi. Rodri, c'est un très, très bon joueur. C'est un super joueur. Mais en fait, quand on veut donner le Ballon d'Or, certes, tu l'as dit, Bellingham, pendant une très bonne partie de la saison, il a porté le Real. Mais sur la deuxième partie de saison, Vinicius, et puis même dans les matchs importants, parce que c'est ça qui compte en réalité.
tu as les matchs importants, c'est-à-dire huitième, quart de finale des champions. Et puis même la deuxième partie de saison du Real, Vinicius a totalement porté le Real, que ça soit en passe décisive, que ça soit en but, que ça soit en réellement sur le terrain, même quand il marquait pas. En fait, le poids et l'influence qu'il a sur le terrain, et cette influence-là est largement supérieure à celle de Rodri. Tu vois, c'est comme je t'ai dit, aujourd'hui, en première ligue, il y avait plein de joueurs. Tu avais des Cole Palmer, tu avais des Salah, tu avais des Foden. C'est pas des buteurs, mis à part Salah. Et Saka aussi. Saka aussi, c'est pas vraiment des mecs qui ont des gros stats, tu vois. Mais Rodri ne fait pas partie de ces joueurs-là. Donc, comment sur le top de ton championnat, tu ne fais pas partie déjà de base de ce top-là, mais tu peux finir Ballon d'Or. Alors que Vinicius, sur tous les tableaux, il est là-haut, tu vois. Tout à fait. Mais, ok. Donc sur le premier critère dont tu as dit, donc les performances individuelles, c'est ça? La performance individuelle. Aujourd'hui, si on regarde en termes de stats, j'ai pas les stats avec moi malheureusement, mais je sais plus combien de buts il a Vinicius, mais en termes de stats et de rayonnement et de performance sur le terrain, toi et moi, en regardant le foot, même si on n'a pas les stats, on sait très bien que Vinicius, il y a des matchs qui nous reviennent comme ça tout de suite. Mais Rodri, tu vois. Par exemple, pour les stats, Rodri, il a marqué avec Manchester City l'année dernière, donc saison 2023-2024. En 42 matchs, il a marqué 9 buts. Mm-hmm. Donc, sans compter les buts qu'il a marqués avec la sélection, il a marqué en sélection. Pour 54 sélections, là, dans la globalité, il a marqué que 4 fois. Donc, après, j'imagine que Vinicius, c'est plus que ça. Donc, on sait déjà. Oui, forcément. Parce que c'est un attaquant, oui. C'est ça. Donc, déjà aujourd'hui, pour un médiataire qui marque 9 buts, c'est beaucoup. On n'a pas un milieu de terrain qui marque 9 buts aujourd'hui. Je ne sais pas si. Bellingham, il a la saison qu'il fait. Certes, c'est un faux neuf. C'est un milieu offensif, Bellingham. Mais ouais, après, ça reste quand même un milieu offensif. Ouais. Mais oui, pour un milieu de terrain, 9 buts, c'est très bien. Ouais. Mais en fait, il faut récompenser la performance et le rayonnement aussi, je pense. Tu vois. Et sur ce point-là, je pense que Vinicius, il est au-dessus. Ouais. Il est au-dessus, je suis d'accord. En tout cas, là, je suis d'accord aussi parce que sur le plan performance individuelle, Vinicius, voilà, on voit qu'il était déterminant, ainsi de suite. Là, le deuxième critère, c'est le caractère décisif et impressionnant. Est-ce que tu penses que Rodri a été plus impressionnant et plus décisif par rapport à Vinicius Junior? Non, absolument pas. Ni en finale de l'Euro. Ni en finale de l'Euro, ni son parcours pendant l'Euro non plus. Il a porté l'équipe, c'était le capitaine de l'équipe. Il a fait des bons matchs. Il a fait des bons matchs, Rodri. Mais moi, je n'ai pas comme ça en tête un match où. France-Espagne. France-Espagne, il était impressionnant. La demi-finale. Ouais, mais c'était tout. Moi, j'ai des mecs dans l'équipe de l'Espagne. Dani Olmo, c'était beaucoup plus impressionnant. Yamal aussi. Yamal, c'était beaucoup plus impressionnant. Carvajal, c'était beaucoup plus impressionnant. Pour te donner un défenseur. Ouais, il a marqué d'ailleurs en demi-finale, je crois. Il me semble. Tu vois, parce que là, les gens vont dire, ouais, je donne que les attaquants. Mais Carvajal, c'était incroyable. Ouais. Tu vois, la porte derrière, c'était incroyable. Il y a des joueurs qui ont été beaucoup plus impressionnants que lui sur le terrain dans la même équipe. Tu vas pas me dire qu'aujourd'hui, Rodri, il était au-dessus d'un Dani Olmo, par exemple. Tu vois. Donc, sur ce caractère-là, impressionnant sur le terrain, franchement, c'est pas le joueur qui sort du lot, quoi. Après, c'est dû aussi peut-être à son poste. C'est un milieu défensif. Il est plutôt dans la création devant la défense. Donc, forcément, c'est un peu un poste ingrat, tu vois. Ouais, pour vraiment le voir, il faut vraiment être connaisseur, connaître le foot et tout. Je peux l'entendre, mais Busquets aussi jouait exactement à ce poste-là. Busquets, entre parenthèses, si tu devais choisir entre Busquets, parce qu'ils ont un peu les mêmes postes, entre Busquets, les mêmes caractéristiques aussi, ouais. Tu aurais choisi qui, au fait? Non, Busquets, c'est une classe au-dessus. Busquets, c'est une classe au-dessus. Ouais. Plus que Rodri. Plus que Rodri, Busquets. Oui, non, de très loin. Moi, je le trouvais, honnêtement, personnellement, Busquets, pour moi, c'était un grand joueur, mais il ne m'a pas vraiment épaté. Je trouvais qu'il était un joueur un peu fébrile aussi, ni par sa morphologie et tout ça, parce que après, ça dépend. Chacun a son type de joueur qu'il aime. Voilà, la sensibilité, ouais. Voilà, le côté physique, le côté athlétique et tout ça. J'ai trouvé un joueur un peu chétif et tout ça qui
voilà, il pesait sur le plan jeu, tout ça, tactique et tout ça, il était technique. Mais sur le plan physique et tout ça, je vois que Rodri, il est plus avantagé comparé à lui, parce que Rodri, il est vraiment plus dans l'affrontement, dans le duel et tout ça. Et Busquets jouait plus un football technique et intelligent. Mais Rodri, il a un peu de folie et il est aussi beaucoup plus athlétique et il a mélangé aussi l'intelligence dans son foot. Quand on voit sa façon de tirer, ses emplacements, sa façon de faire des passes, Busquets, niveau passe, il était parfait. Je ne dis pas le contraire. Après, personnellement, moi, je préfère Rodri. Après, là, c'est des sensibilités. Là, j'entends ce que tu dis et je le comprends, mais c'est les sensibilités de chacun. Tu vois, qui tu aimes un joueur que tu aimes plus que d'autres. Ouais. Là, c'est vraiment la sensibilité de chacun. Mais pour moi, je pense que Busquets, c'est une classe au-dessus. Ouais. C'est incroyable. Ok. Donc là, le deuxième critère, hein, donc on a dit caractère décisif et impressionnant. Donc Vinicius a été. Jusque-là, tu vois que Vinicius, en fait, remplit toutes les cases. Là, on a un problème là. Parce que là, pour moi, on a un problème. Sur ce deuxième point-là, il ne peut pas remplir toutes les cases. On peut dire qu'il marque des points, mais on ne peut pas dire qu'il est totalement décisif et impressionnant. Pourquoi je dis ça? Parce que le gars, il s'est fait éliminer. Il a été éliminé avec son équipe, le Brésil, en quart de finale. Il n'a pas atteint la finale. Donc, ça veut dire qu'il n'était pas impressionnant déjà, parce que si on regarde son parcours, je ne pense même pas qu'il a marqué plus de 2 buts en Copa América. Je ne pense pas. Il était déjà fébrile par rapport à ça. La deuxième chose, il a joué, donc voilà, ça je compare la Copa parce qu'on sait que du côté Rodri, c'est la chose qui est un peu similaire en fait. Hein. C'est Copa América, Coupe d'Europe, c'est voilà, ça se compare en fait. Donc Rodri, les compétitions avec les équipes nationales. C'est ça. Et Rodri, il a été capitaine. Quand tu es capitaine d'une équipe, tu es là, tu as joué au foot, tu connais le foot. Quand tu es capitaine d'une équipe, tu es aussi le soldat de l'équipe. Même si tu ne fais pas forcément la différence sur le terrain, mais ta façon de communiquer, ton impact, ton charisme, ta manière de motiver l'équipe, de gérer les situations sur le terrain. Parce que des fois, le capitaine, c'est le deuxième entraîneur de l'équipe. Hein. Donc, tu es sur le terrain, tu remplaces un peu l'entraîneur et tu arrives à motiver l'équipe. Parce qu'on voit l'Espagne, c'était une équipe qui était motivée. On voit le match qu'ils ont fait, par exemple, face à l'Allemagne. Ils ont battu l'Allemagne. Je crois qu'ils ont battu l'Allemagne. C'est eux qui ont éliminé l'Allemagne. C'est les Espagnols. Les Espagnols, ouais, il me semble, ouais. C'est eux qui ont éliminé l'Allemagne. Donc, ils ont fait un match impressionnant. Donc, on voit que le rôle du capitaine était là. Si on regarde aussi ses côtés impressionnants et décisifs, on peut voir aussi ces rôles-là. Parce qu'on le met en arrière. Parce que le côté impressionnant et décisif, c'est pas seulement les dribbles. C'est pas seulement les buts. Vinicius, je suis pas en train d'être contre Vinicius. Ben, je suis pour Vinicius, mais Vinicius, il est plus dans les spectacles. Il est plus dans le show. C'est un showman, en fait. Il aime bien faire bouger les foules et tout ça, marquer, faire le spectacle. Mais c'est un peu un héros dans l'ombre. Je te coupe pas. Moi, je te coupe pas. Mais moi, par rapport à ça, j'ai une question à te poser. Ouais. Aujourd'hui, tu as ton argent. Ouais. Pour qui tu payes ton argent? Tu vas sur Internet, tu tapes, tac, tac, tu payes ton billet pour aller voir un match de foot. Qui tu vas voir? Rodri ou Vinicius? Ça dépend de quel style, de quelle famille de football, hein, donc de quelle appartenance, de quelle école de foot je suis. Parce que si je suis aujourd'hui, moi je pense que Guardiola, il a changé le foot. Et avant, il n'y avait que le foot spectacle, où nous tous on regardait le foot pour voir un dribble, un petit pont, un Ronaldinho qui driblait, un Ronaldo, le vrai Ronaldo, on dit toujours le vrai. Attention, hein, les gens vont tomber sur toi. Le premier qu'on a connu, c'est lui. C'est Ronaldo, le phénoménal. Donc, c'est lui. Ouais. Il faisait des dribbles et tout ça. On regardait le côté spectacle. Même les Kaka, quand ils sont venus, on voyait le spectacle et tout ça. Et quand il y a eu Guardiola, il a révolutionné le foot. Il a rapporté, voilà, il a changé notre vision de voir le foot. Et aujourd'hui, si on regarde les matchs, il y a des matchs de foot qu'on regarde, c'est ennuyant. C'est ennuyant. De fou. Après, c'est le style. C'est comme dans la vie. Il y a des gens qui aiment des choses qui sont structurées. Ils aiment bien le côté tactique. Ils aiment bien jouer aux échecs. Donc, tout ça, ils savent que là, toi, tu vas être là, tu vas te positionner là. Et Guardiola, il a ramené ça, le tiki-taka et tout ça. Il y a des gens qui sont adeptes du tiki-taka. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui aime le football intelligent, pas le football folie et tout ça, football intelligent, football calcul, football réfléchi, la personne peut choisir d'aller voir Rodri. Parce que Rodri, il a cette maîtrise-là. Passe, vision de jeu, voilà, il stabilise le milieu de terrain, il peut frapper, il peut marquer. C'est un joueur comme ça.
quand tu regardes en revanche, côté Vinicius, c'est le côté folie, c'est le côté spectacle. Et dans ces spectacles-là, il y a la spontanéité aussi, il peut faire des choses qui peut nous Il sort de l'ordinaire. Il sort de l'ordinaire, ça peut nous épater et tout ça. On peut voir ça avec Vinicius. Donc, franchement, pour répondre à ça, je dirais que ça dépend de quelle école. Voilà, ça appartient. Si tu es pour le football tactique et intelligent ou le football où il y a un peu plus de folie et spectacle. Donc, moi, aujourd'hui, moi, je suis football spectacle. J'aime bien le spectacle, j'aime bien tout ce qui est dribble, j'aime bien. Voilà, je ne suis pas vraiment foot tactique et tout ça, ballon, toi tu joues à gauche, toi tu es comme ça. Non, moi je choisirais d'aller voir Vinicius. Oui, mais regarde, tu as soulevé quelque chose de très important et tu as parlé de Guardiola. Moi, je pense même qu'on aurait pu parler de Cruyff avant lui, parce que c'est un peu lui qui a ramené, Cruyff, c'est un peu lui qui a ramené ce football-là, de possession, avoir la balle pendant 70 ans, faire 1600 passes. Et Guardiola a un peu amplifié ce truc-là et c'est vrai qu'il est tombé sur une génération extraordinaire, incroyable. Donc, tu as soulevé quelque chose de très important. Mais aujourd'hui, comme tu l'as dit aussi, c'est qu'il y a certains matchs, c'est très ennuyant parce que pratiquement tous les coachs ont voulu faire du Guardiola. Ouais, c'est-à-dire avoir une équipe, jeu de possession, garder la balle, tiki-taka, tac-tac-tac, avant de trouver une autre zone, faire plusieurs passes et tout. Donc, forcément, les matchs deviennent ennuyants. Et tu as pas mal de coachs aussi qui veulent sortir de ce truc-là et qui partent plus sur un jeu de transition. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est moins spectaculaire au niveau des dribbles, des fantaisies, tu vois, des joueurs comme Ronaldinho, par exemple, ou comme Neymar, il n'y en a plus. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus, tu vois. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus tactique et c'est beaucoup plus des gens en transition, tu vois. Mais, on va pas se mentir, pendant un moment, quand Guardiola, il était au top, tout le monde voulait faire comme lui, et c'est à partir de là, moi, je pense que le football est devenu ennuyeux, parce que t'imagines, tu es là. Je pense que quand tu pratiques, quand tu es dedans et que tu joues, tu prends énormément de plaisir, mais à regarder, c'est très chiant. Et l'Espagne, même si je pense que lors du dernier Euro, c'était un peu plus direct, tu vois. Ils ont toujours leur ADN, possession de balle et tout. Je pense que ce truc-là, ils l'ont gardé, mais c'était moins abusif qu'il y a quelques années, tu vois. Il y avait un peu plus de... Avec l'autre qui est parti avant. Là. Voilà, tu vois, c'était un peu plus direct. Et tu as aussi des joueurs comme Yamal, qui, tu vois, ils ont un peu ce truc de fantaisie et tout. Donc, ça changeait un peu. Mais aujourd'hui, ce football-là, il est très ennuyant. Et je te parie tout ce que tu veux, pour même les gens qui vont nous regarder, qui préfèrent aller voir un Vinicius, un Brésil, des mecs de fantaisie qui vont leur faire vibrer, plutôt qu'à voir un jeu où tu fais je ne sais combien de passes, tu vois. Donc, tout ça pour revenir à ce côté impressionnant. Oui, d'accord. En fait, ça dépend de la vision qu'on a du foot. Mais en réalité, si on a regardé le foot, si on a aimé le foot, c'est pourquoi? C'est pas pour les 1-2. C'était pour les passements de jambes de Ronaldinho, c'est pour les roulettes de Zidane, c'est sur les percées de Ronaldo R9. Tu vois, c'est pour ça qu'on a kiffé le foot. Donc, pour moi, c'est ça. C'était les buts incroyables du milieu de terrain, des grosses frappes de 40 mètres de Roberto Carlos. C'est pour ça, c'est les trucs qui sortent de l'ordinaire. C'est ça qui nous pousse à kiffer ça, tu vois. Entre parenthèses, on voit que Guardiola, il a vraiment influencé le football. Ah oui, mais énormément. C'est incroyable. Regarde même pour le jeu FIFA, PlayStation et tout. Avant, on avait des dribbles, passements de jambes. Moi, je me rappelle encore quand je jouais à la Play avec Ronaldo, je cherchais comment faire les passements de jambes et tout. C'était la folie, tu vois. Donc là, aujourd'hui, quand tu regardes les jeux qui sortent, on te parle que des tactiques. Ouais. Comment faire pour mettre la pression et tout ça sur les autres, le marquage, les machins, la défense, la ligne à 4. Donc, le foot est devenu mathématique. Ouais, exactement. C'est comme la NBA. Partout aussi à la NBA, il y a du spectacle, mais on sent que voilà, c'est vraiment. On est vraiment dans tout ce qui est tactique, ligne et tout ça, qui va faire ça, qui va faire ça. Un jeu de rôle. Je profite, j'ai les statistiques de Vinicius. Hein. Ouais. 2023-2024, la saison dernière, Vinicius a marqué. Il a joué 36 matchs, il a marqué 21 buts. Donc, c'est pas la folie non plus. Hein. Ouais, donc, Modric qui il a marqué 9. Ouais. Lui, il a marqué 21. Oui, mais c'est ce que je te dis. Oh, tu sais que ça. Pour l'équipe nationale, après, je te laisse. On est sur 35 sélections, il a marqué que 5 buts. Sur 35 sélections, 5 buts. Ouais, d'accord. Mais en fait, c'est ça que je te disais. Aujourd'hui, tu vois, Vinicius, il fait une saison, par exemple, à 21 buts.
notre première réaction, même moi le premier, on se dit, bon, ça va, c'est une bonne saison, mais sans plus. Mais avant justement Messi et Ronaldo, un mec qui faisait une saison à 26 buts, à 28 ou 27 buts, c'était incroyable. Messi et Ronaldo. Avant Messi et Ronaldo. Avant Messi et Ronaldo. C'est vrai. C'est vrai. Avant Messi et Ronaldo. Là, on est en train de rechuter alors. Ils nous ont mal habitués alors. Mais soyons objectifs. Ces deux mecs-là ont déréglé le foot. Ouais. En fait, c'est pas normal de faire une saison à 50 buts. 50, 60 buts, ce n'est pas normal. Et en fait, ils nous ont mis sur un piédestal, mais tellement haut. Changer de en fait, ils nous ont ramené sur une autre planète. Ils nous ont ramené sur une autre planète, clairement. Et aujourd'hui, maintenant, on retourne sur quelque chose de normal. Et pour nous, en fait, c'est nul. Parce que nous, certes, on a eu la chance de regarder le foot dans les années 2000. Moi, j'ai vraiment commencé à regarder le foot réellement en 2002, je dirais. C'est vraiment le vrai foot que j'ai regardé. Mais on a vraiment grandi avec Cristiano et Messi. Tu vois, nous, c'est ça notre référence. C'est vraiment eux, tu vois. Mais ils ont ramené le foot à un autre niveau. Et aujourd'hui, je pense qu'on revient sur quelque chose de normal et ça nous semble banal, alors que ça reste des très, très bonnes saisons, tu vois. Donc, déjà, en termes de sélection, ils ont marqué à peu près les mêmes nombres de buts. On a dit Rodri 4 et Vinicius 5. Donc, pour un milieu, pour moi, Rodri, c'est un milieu défensif. Hein. Pour moi aussi, il a 4 buts. Donc, c'est déjà bien, c'est rare. Donc, il sort déjà du lot. Donc, il sort du lot. C'est pas le même joueur. En club, il a marqué 9 buts. Il a marqué 21 buts. Donc, on voit déjà qu'il marque. Il faut rappeler aussi que Manchester City, c'est une équipe qui marque beaucoup de buts en première ligue. Tout ça. Tout comme le Real, c'était un peu serré, mais ça dépendait des matchs et tout ça. Mais Manchester, ils étaient soit dans des 4-5 buts par match et tout ça. Donc, c'est une très grosse équipe. C'est une grosse équipe, énormément. Donc, le caractère décisif et impressionnant. Donc voilà, c'est Vinicius qui remporte. Voilà. Performance individuelle, caractère décisif et impressionnant. Spectacle, c'est Vinicius. Les performances, il a plus de buts que Rodri. Et décisif, il a été décisif en finale et ainsi de suite. Le deuxième critère, c'est l'aspect collectif et les trophées remportés. Voilà, c'est ça. L'aspect collectif. Voilà, et les trophées remportés. Ouais. Donc là, on est d'accord qu'on le donne à Rodri. Parce que dans le sens où, voilà, l'aspect collectif, Rodri, milieu de terrain, on sait ce qu'il fait, c'est son travail, ça c'est son domaine de prédilection, donc c'est son point fort. Et le nombre de trophées remportés, il a remporté plus de trophées que Vinicius. Voilà. Et surtout, il a remporté un trophée majeur avec son pays national. Mais en fait, moi, j'avais une nuance à apporter sur ça. Ouais. Aujourd'hui, pour le Ballon d'Or en tout cas, quand un joueur remporte, en tout cas quand on est dans une année de compétition internationale, on privilégie la compétition internationale à la saison que le joueur fait. Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, quand on regarde par exemple la saison où Messi prend son dernier ballon d'or, Mbappé fait une saison incroyable. Ouais. Et il fait aussi une coupe du Monde incroyable qui finit avec un triplé en finale et tout. Mais vu que Messi, parce que Messi, je crois, sur cette année-là, il est à 20 buts, 20 passes décisives. Il fait aussi une très grosse saison. Mais en termes de statistiques, en tout cas, Mbappé au-dessus. Mais lui, il gagne la Coupe du Monde. Donc, on donne beaucoup plus d'importance à la compétition nationale. Mais moi, est-ce que toi, tu trouves ça juste de privilégier un mois de compétition à toute une saison de compétition, c'est-à-dire avec ton club, ou juste privilégier un mois? Moi, je trouve ça normal parce que je pense qu'ils font ça par rapport à la rareté du trophée. Et plus la chose est rare, plus la chose coûte plus cher, plus la chose est convoitée, plus la chose elle est précieuse et tout ça. Quand on regarde, par exemple, pour les Jeux Olympiques, la médaille olympique dépasse plusieurs trophées. Pourquoi? Parce que les Jeux Olympiques, c'est pas tous les jours. C'est tous les 4 ans. Ouais. Tous les 6 ans, non? C'est pas non, 4 ans. 4 ans. Voilà, ouais. tous les 4 ans. Et la Coupe du Monde, c'est tous les... 4 ans aussi, pareil. Les Jeux, c'est 4 ans aussi. Ah ouais. Donc, tous les 4 ans,
Coupe du Monde tous les 4 ans. Donc, en fin de compte, donc on regarde que voilà, la chose, elle est rare parce qu'il y a des gens qui se préparent juste pour la Coupe du Monde. Ils jouent leur saison, mais ils ont en perspective voilà, la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, c'est des compétitions majeures, au fait. Bah, Messi sur son dernier ballon d'or, c'est ça. Hein. C'est ça. Parce qu'ils regardent s'ils font un classement, ils vont mettre Coupe du Monde, voilà, Coupe du Monde, Jeux Olympiques et tout ça, ainsi de suite. Et on va voir que nos championnats, les championnats, ça vient vraiment juste après. Donc, c'est pourquoi je pense que la personne qui remporte une compétition internationale a plus de chances de remporter un ballon d'or ou bien voilà, d'être mieux classé dans le classement du ballon d'or parce que ça influence ça influence beaucoup de gens. Et pourquoi encore il y a un autre critère qui entre en jeu, ces compétitions majeures comme les Coupes du Monde, les Jeux Olympiques et consorts, Coupe d'Europe et tout, sont regardées dans le monde entier. Les championnats, on a tous nos préférences. Je regarde la Liga, je suis plus la Premier League et tout ça. Par exemple, quand tu vas en Inde et tout ça, dans des pays comme ça, Inde, en Asie, en Amérique et tout, ils sont plus pro Premier League et tout Première ça. Ligue, ouais. Et dans d'autres pays, ils regardent plus l'Italie. Dans d'autres pays, ils regardent plus l'Espagne et la France. D'autres pays, c'est le Portugal. Mais on regarde quand il s'agit de la Coupe du Monde ou de la Coupe d'Europe et tout ça, c'est vraiment plusieurs nations qui sont intéressées, surtout sur le cas de la Coupe du Monde, hein. Même des pays qui ne sont pas trop football, ils regardent parce que c'est leur pays, au fait. C'est la passion qui joue et tout ça. Et ça popularise aussi la compétition. Ça rentabilise la compétition et ça donne plus d'importance à la compétition. Donc, je pense que si c'est mieux noté ou ils prennent plus en compte ces côtés-là, les trophées internationaux, c'est par rapport à ces critères-là. Je pense en tout cas. Non, mais je suis d'accord, ça s'entend, ouais, ça s'entend. Je suis d'accord. Donc, le troisième critère, donc là, on est à égalité. Hein, donc, on sait que Rodri 1, Vinicius 1. Donc, le dernier critère qui va trancher la chose, c'est la classe et le fair play. Là, c'est là où il y a le problème, là. La classe et le fair play. Tu penses que Rodri est beaucoup plus fair play que Vinicius? Est-ce que Rodri ou bien Vinicius a beaucoup de classe comparé à Rodri? Qui a la classe, qui a le fair play? Bon, moi j'ai une question aussi à te poser. Qu'est-ce qu'on entend par classe? Parce que je sais très bien où tu vas en venir. Un gentleman. Quelqu'un qui est fair play, qui est qui se chamaille pas sur le terrain, qui est voilà, il peut avoir un problème, il sait résoudre les problèmes, il sait comment faire les choses, donc il sait comment réconcilier les gens, il s'emporte pas sur le terrain. D'accord. L'exemplaire. D'accord. J'ai une autre question. Est-ce que pour toi, Zlatan Ibrahimovic, c'est un joueur classe? Non, il n'est pas classe. Il n'est pas fair play non plus. Je peux te donner une liste individuelle, selon moi. Sergio Ramos est un joueur classe. Pour moi, Sergio Ramos, c'est un joueur classe et fair play, oui. Même s'il a fait des sales coups des fois, mais oui, c'est un joueur classe et fair play. Pourquoi je pose toutes ces questions? Parce que pour moi, en fait, le délit de sale gueule, il vient là. Okay. Aujourd'hui, quand c'est un joueur noir qui répond, tout simplement, qui ne se laisse pas faire, qui est là, qui mène des combats, qui se bat, même sur le terrain, voilà. On va dire quoi? Oui, il a un poli, il n'est pas classe, nanana. Mais quand c'est d'autres joueurs, on appelle ça la grinta. Moi, c'est ça qui me pose problème. Tous les mecs que je t'ai cités. Okay. Aujourd'hui, Sergio Ramos sur un terrain de foot, c'est pas le mec le plus classe du monde ou le plus fair play. Mais on va dire qu'il a la grinta. Un mec comme, j'ai pas de nom tout de suite. Gattuso, à l'époque. Gattuso, c'est un mec mais détestable, le mec. Cannavaro. Les Cannavaro, tu vois, les Italiens, tu vois. Mais on va dire quoi, ils ont la grinta. Mais Vinicius, on dit quoi, il est impoli, il n'est pas classe, il parle aux arbitres et tout. Mais si c'est le truc qui le motive sur un terrain de foot, s'il a besoin de ça pour être bon, comment on fait? C'est un peu le côté sombre, hein, parce que tous ces joueurs-là, il y a des gens qui se motivent avec la haine des autres, ou bien la rage, la colère et tout ça. Ça les aide à être performant. Voilà, à être performant. Mais moi, du coup, ce que je me dis, c'est que, est-ce qu'aujourd'hui, pour donner un trophée à un joueur, donc là, on parle du ballon d'or, pour donner un ballon d'or à un joueur, est-ce qu'on va regarder ses performances, ou on va regarder aussi comment il se comporte sur un terrain de foot? Est-ce qu'on va regarder tous ces trucs-là? Ou on regarde que ses performances à lui individuelles de footballeur?
Parce que c'est ça son travail, son métier, c'est ça, c'est Moi, footballeur. je pense qu'ils doivent tout regarder. Pourquoi? Mhm. Aujourd'hui, un footballeur, c'est un représentant, c'est un Mhm. ambassadeur aussi. Comme on a dit football politique, oui, exactement. Un footballeur, quand on va quelque part dans un endroit où il y a des autorités et tout, on voit ils sont avec les autorités, ils vivent avec les autorités, ils sont considérés comme des personnes voilà, qui ont un mot à dire. C'est des Mhm. porte-paroles, c'est des ambassadeurs. Donc, c'est-à-dire que quand tu es footballeur, tu dois quand même renvoyer cette image-là. Voilà, une bonne image, une image respectable, tout ça. Je dis pas que Vinicius n'est pas respectable, mais je dis une image respectable, honorable et tout ça. Quand on voit En dehors du terrain ou dans le terrain. en dehors du terrain, parce que la vie d'un footballeur ne s'arrête pas sur le terrain et va Ouais, au-delà du terrain de oui. football. Mais excuse-moi de te couper, mais Ouais, pas de dans problème. le milieu du foot, en tout cas, tous les mecs vont te dire quoi que Vinicius, c'est un super gars. Ils te disent tous la même chose, que c'est un mec super. Mais sur le terrain, ça arrive. C'est comme dans tous les sports. Djokovic, quand il est sur le terrain de tennis, quand il joue, je sais pas, moi, Michael Jordan, c'est pas un ange, le mec. Un Kobe, c'était pas un ange. Je suis Euh, d'accord. je peux te donner Mais plein d'exemples comme ça. Les mecs, quand ils sont sur le terrain, et même toi, tu as fait du sport, quand tu es en activité, en pratique, quand tu es dans le truc, tu plus vraiment toi. Il y a quelque chose qui ressort de toi, tu vois. Et chacun, il a sa façon de gérer ce truc-là. Et moi, je trouve ça un peu. Je trouve ça pas juste de juger le mec sur son comportement sur le terrain, alors qu'on sait très bien que quand tu es sur le terrain, vraiment, tu te dévoiles. Tu vois ce que je veux dire? C'est toi qui sors. ouais, moi, je pense que je suis d'accord. Mais après, il ne faut pas trop sortir le côté personnel et naturel. Mmh, Parce que en nous, en chaque personne, il y a des défauts, il y a des qualités. bien sûr. Et ces choses-là, comme nous tous, hein, des fois, on a envie de faire des choses contrairement à ce que voilà, les gens peuvent penser de nous ou quoi que ce soit. Mais on fait certaines choses pour ne pas sortir des normes de la société, des normes du sport. Et on regarde aussi les regards des autres, on regarde aussi, voilà, qu'est-ce que ça peut causer à l'autre, ainsi de suite. On regarde tout ça. Donc, quand je te donne un exemple, un Teddy Riner, tu penses que Teddy Riner n'a pas un mauvais comportement? Il a aussi un mauvais comportement. Il y a aussi des côtés négatifs. On a vu la finale qu'il a fait avec, là, pour les Jeux Olympiques, Contre le japonais. le Japon, avant le japonais, c'est la demi-finale, le gars qui l'a Oui, tiré, ouais, je me voilà, rappelle plus il du pouvait pays, ouais. réagir différemment. Si dans ces cas-là, on avait un Vinicius, il n'allait pas laisser lâcher l'affaire. Il allait Mm. mettre un coup, il allait s'énerver, il allait s'emporter. Moi, je pense que ça, c'est un élément aussi de grandeur aussi. Si tu veux devenir grand, tu dois apprendre à te maîtriser face à certaines situations. On ne te demande pas de ne pas revendiquer tes droits. Tu peux revendiquer tes droits, tu peux parler, mais il faut trouver une façon un peu plus politique hein, de gérer les situations, les choses, parce que sinon ta voix, elle ne sera jamais entendue. Donc, on va voir, exemple, je te laisse aussi d'abord, parce qu'on va voir un joueur comme, parce que ton comportement, ton image, c'est forge sur le terrain. C'est pas l'image d'en dehors du terrain. Mhm, mhm. Tout à Les fait. temps, bénévolat et tout ça, mais les gens te connaissent parce que tu es un joueur de foot. Ils regardent ton comportement sur le terrain, ils regardent ce que tu fais sur le terrain, et quand la personne va te voir, il va te juger par rapport à ce que tu fais sur le terrain. Ta famille te connaît la vraie personne que tu es, connaît qui tu es réellement, tes proches aussi, mais les gens qui te regardent à la télé, ils te connaissent, ils connaissent le Vinicius qu'ils voient à la télé, ses prestations, et ils vont te juger par rapport à ton comportement à la télé. Un joueur qui marque, qui plie, on sent que lui, c'est un joueur qui aime bien la grinta, qui danse et tout ça, on sait. Et ton côté provocateur et tout ça, festif et tout ça, on peut le voir aussi sur le terrain. Et des fois, sur le terrain, on exprime ce qu'on est, de façon Mm. directe et tout ça. Donc, si tu as un fêtard, on va voir même dans tes célébrations, on va voir ta façon, ton style et tout ça, ta façon. On peut le voir aussi sur le terrain. Sauf que tout le monde a un côté négatif ou un côté noir et tout ça. On a vu ça avec Zidane. Il a fait un beau parcours et tout ça, toute sa carrière, mais la dernière minute, il a craqué. Mais pourquoi on ne juge pas Zidane ouais, on considère pas Zidane comme un mauvais gars. Aujourd'hui, il est toujours respecté. Il va aller ailleurs, on va le respecter. On regarde son parcours, sa carrière. Et on s'est dit que c'est normal. Il a craqué. La personne l'a mal parlé. Il a réagi comme ça. On le comprend. Mais quand ça devient répétitif, même si tu défends une cause, il faut savoir comment le faire. Mais après, je pense que Vinicius, il défend ses droits, mais est-ce qu'il n'est pas trop dans la provocation?
Est-ce que ça n'enlève pas ses côtés fair play là? Mais en fait, moi, si on doit regarder on doit regarder tous les paramètres. Aujourd'hui, moi, je suis désolé, mais je me mets à la place de Vinicius. En tant que joueur de foot, c'est très difficile de pratiquer sa passion. Parce qu'il il se fait siffler. Donc, tous les terrains en Espagne, il va jouer. Du début à la fin du match, il se fait siffler par les adversaires. Il prend des coups, il se fait insulter. Au bout d'un moment, on est tous êtres humains. On est tous êtres humains. Donc, forcément, tu réponds. Et lui, la seule façon qu'il a de répondre, c'est de provoquer les joueurs, d'aller les dribbler, les humilier et d'haranguer les supporters, parler. Enfin, c'est sa façon à lui d'extérioriser tout ce qu'il est en train de recevoir aussi. Parce qu'on a vu aussi la vidéo qu'il a fait sur le racisme. Ouais. Franchement, c'est dur de jouer dans des conditions comme ça, tu vois. Et en plus, il a eu une déclaration où je pense qu'il a été maladroit. Je ne sais pas exactement ce qu'il avait dit, mais en gros, il avait dit que les Espagnols sont racistes et après, il s'est rattrapé en disant que il ne disait pas que c'était tous les Espagnols, c'était une partie et tout. Mais c'est déjà sorti le truc. Donc, partout maintenant où il va en Espagne, il se fait siffler. Et tu as certains joueurs qui ont la haine de lui déjà, parce qu'il est super fort. Quand tu es joueur de foot et que tu as un mec en face de toi, tu sais que voilà, il a des qualités qui va te faire mal, tu vas passer une mauvaise soirée. Bah forcément, tu vas le démoraliser. Ouais. Voilà, tu vas essayer de le démoraliser, et puis même physiquement, tu vas y aller et tout. Donc, tout ça mélangé, je comprends aussi Vinicius dans un sens qui puisse répondre, tu vois, à tout ça. Mais est-ce que maintenant, je suis aussi d'accord avec toi, est-ce que c'est le bon exemple? Parce qu'aujourd'hui, les footballeurs, qu'on le veuille ou non, c'est pas que des footballeurs, tu vois. Ils ont un exemple à montrer aux jeunes, ils ont une façon de se tenir, ils ont des responsabilités, quoi. Qu'ils le veuillent d'ailleurs ou pas, parce qu'aujourd'hui, on peut le voir, en équipe de France, pendant les législatives, il y avait toujours une question qui leur a été posée, et ils étaient limite obligés de prendre parole et de prendre position. Ouais. Donc, sur des sujets aussi sérieux, on a quand même besoin de leur voix, parce qu'aujourd'hui, les footballeurs, ils ont une importance qui est très importante. Donc, je pense que d'un côté, en tant qu'être humain, on ne peut que comprendre son combat et sa façon de réagir face à tout ça. Et de l'autre côté, bah, il pourrait aussi faire autrement parce que ça reste un exemple, ça reste une grosse star, une superstar. Donc je pense que c'est compliqué. Moi, je pense que son comportement, il va jouer des tours. Son combat est noble, mais son comportement, ses réactions sont exagérées dans le sens où, voilà, c'est un ambassadeur, en fait. Parce que quand tu es en train de narguer ou bien de provoquer le public et tout ça, tu marques juste pour les répondre que voilà, j'ai marqué, le noir a marqué, ou bien le macaque a marqué et tout ça. C'est bien, la foule est excitée, toi, on va te tuer et tout ça. Mais il faut savoir que ça peut créer des conflits, des bagarres. Ça peut créer des choses aussi. Ça peut diviser les gens aussi. Parce que, et puis même, il y en a qui vont encore plus te haïr, oui, bien sûr. Et haïr et tout. Les gens vont sortir du stade, les noirs, ils vont se faire attaquer, ils vont se faire attaquer par les autres et tout ça. Tu mets en danger les autres aussi. Est-ce que pour lutter pour une cause, est-ce qu'il faut mettre en danger les autres? Je pense pas. Je pense qu'il y a des moyens, il y a des méthodes, il y a des façons pour faire entendre la chose, voir avec, par exemple, des solutions, hein, voir avec ton entraîneur, en parler, et ton entraîneur et ton club vont saisir la fédération, ils vont saisir la FIFA, ils vont faire voilà, tu as des collègues, tu as des amis, ils vont faire des trucs et tout ça ensemble et tout ça pour lutter contre le racisme, pour dire que voilà, stop, notre ami a fait. Donc, ces choses-là, on va me dire qu'ils le font déjà. Mais je trouve que le football est un sport pacifique. C'est un sport pacifique et c'est un sport qui doit être apolitique parce que ça réunit tout le monde. Donc, si on commence aussi à faire entrer, parce qu'on sait que les injustices, il y en a de partout, voilà, à faire entrer ces choses-là dans le foot et de réagir de cette manière-là directement, ça va être compliqué parce que ça peut créer des vrais problèmes derrière. Non. Après, la FIFA ils vont dire qu'ils font déjà le nécessaire, non au racisme. Ils peuvent aller. Pour moi, c'est pas assez. Hein. Pour moi, c'est pas assez. Ouais. Comme on a pu le voir ici il n'y a pas très longtemps, juste avant le classique Marseille-PSG, quand les supporters du PSG, il me semble, ils ont eu des chants homophobes et tout. Je ne sais plus c'était quel responsable politique et tout. Il avait dit que voilà, dès qu'il y a des chants homophobes, le match est arrêté et l'équipe qui reçoit perd sur tapis vert. Sport, oui. Ouais. Perd sur tapis vert tout de suite, tu vois. Donc je pense que
pour arrêter ces histoires de racisme dans les terrains de foot, c'est Oui. qu'une question de volonté. Hein? C'est qu'une question de volonté. S'ils le veulent vraiment, ils le feront. Et moi, il y a Eto'o aussi qui avait dit un truc très intéressant, c'est que quand tu tapes dans la poche des gens, t'inquiète pas qu'ils vont trouver les solutions, tu vois. Ah, ils vont. Donc, Ouais, c'est vrai. ces histoires de racisme sur les terrains de foot et tout, le mec, il fait un truc bizarre sur les gradins, on arrête le match, on le sort, il y a plein de caméras partout. Franchement, il y a plein de solutions. S'ils voulaient l'éradiquer, ils l'auraient fait depuis longtemps. Et ce qu'ils font là, moi, je trouve que c'est pas assez. Mais bon, c'est Ouais. un autre débat. Ouais, c'est un autre débat. Moi, je suis contre le racisme et tout, contre les discriminations et tout ça. Moi, je pense que Vinicius sur le terrain, il doit penser à faire son travail, à le faire bien. Parfois, c'est difficile quand tu fais pas ton travail dans les bonnes conditions. Le football, il y a toujours eu des provocations et on va toujours te provoquer sur des sujets qui vont te faire mal, qui vont te blesser. On a vu Zidane, hein, Materazzi l'a insulté sur sa sœur et tout ça. Il a dit quoi? Je vais coucher avec ta sœur, un truc comme ça. Ouais, c'est un truc comme ça, ouais, je me rappelle plus vraiment. Voilà, il sait que. Et puis même avant ça, après lui, ça a sangué aussi, parce que c'est pas le premier truc. Hein. Je me rappelle aussi, il y avait une action, mais ça date, oui, il met une patate à Desailly, il l'ouvre et tout, des coups de tête, c'était un mec sanguin. Quoi. Oui, tout à fait, mais il s'est maîtrisé. Il connaissait son défaut, mais ça lui a joué des tours, mais très rarement en fait. Ouais, il essayait de se maîtriser, ouais, bien sûr. Voilà. Donc du coup, voilà, on te provoque là où ça te fait mal. Et quand tu prends aussi à cœur la chose, voilà, la chose qui te dérange le plus, ben, les gens vont s'attaquer que à ça. Et Vinicius, il a montré un peu sa faiblesse, de dire que ben, si on me dit je suis noir, je suis déstabilisé, je ne pourrais plus jouer. Et les gens ils vont dire plus tu as mal, plus ils ont plaisir de faire ça. Tu vois. Et Zidane, quand on a parlé, c'est quelqu'un qui est croyant. Et quand tu lui dis que voilà, va sortir avec ta sœur et tout ça, ça lui a touché. Et du coup, il s'est dit, dans sa tête, je crois que. Ouais, là, ça a brillé. Il est en rouge. C'est ça. Donc, Vinicius, c'est pareil. Quand les gens crient, et tout ça, on a vu le racisme avec Dani Alves. On lui a lancé une banane, il a ramassé, il l'a mangé. Il a fait ça de façon ironique, mais après, je crois que les instances, ils ont suivi après l'équipe en question pour leur faire payer des amendes et tout ça et tout ça. Donc, parfois, il faut essayer c'est difficile. J'encourage pas que les gens continuent à insulter Vinicius et tout ça sur les terrains, mais je pense qu'il doit fermer les oreilles. La meilleure manière de montrer que tu es au-dessus de certains sujets, de certains problèmes et tout ça, c'est de montrer son talent. Tu penses que Pelé, quand il jouait, il n'y avait pas de racisme. Il y avait de racisme. Mais aujourd'hui, c'est un joueur incontestable. Tout le monde entier. Tu vas en Argentine, là où il y a beaucoup de racisme dans des pays racistes et tout ça. Tout le monde sait que voilà, il y a Maradona, il y a des Pelé, c'est des grands joueurs. Mais Pelé, il est noir. Mais quand il y a certaines personnes, quand ils parlent de Pelé, ils ne font même pas attention à sa couleur de peau parce que c'est un joueur exceptionnel qui a marqué le monde. Est-ce qu'il n'a pas subi le racisme? Il a subi le racisme. Certainement. Voilà. Donc, ça veut dire que par ton talent, tu peux changer les choses, tu peux changer les discours. Et après, les instances vont suivre après pour essayer de t'appuyer. Parce que quand on te voit juste jouer ton football, tu fais ce qui est de mieux. Voilà, dans ta profession, tu le fais bien, tu marques. Les gens eux-mêmes, ils vont se reprocher, voilà, par rapport à tout ce qui se passe à côté. Ils vont dire c'est inadmissible, on n'est pas d'accord avec ça, on n'est pas d'accord avec ça et tout ça. Parce que si tu veux changer les mœurs comme ça, de la manière dont Vinicius le fait, ben, il doit s'attendre à ça. À des problèmes, à de l'injustice, à tout ça. Donc, c'est son combat. Donc, quand tu mènes un combat, tu dois accepter de rater certaines choses, de rater pas mal de choses parce que c'est le sort. Peut-être il s'est sacrifié pour la génération à venir. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs il a raté ses ballons d'or. Et ces gens-là, ils ont dit, si on donne un ballon d'or à un joueur comme Vinicius, demain, tous les jeunes là, des jeunes talentueux et tout ça, s'il y a juste un petit problème sur le terrain, ils vont narguer, ils vont faire ça, ils vont faire ça. Mais non, on va pas le faire et tout ça. Non. On préfère donner à Rodri qui parle moins, voilà, l'image, voilà, entre guillemets, non. Mais en tout cas, il y a eu du racisme dans ces ballons d'or là, pour l'histoire du ballon d'or, il y a eu du racisme, tout à fait. Je suis d'accord avec ça. Mais bon, Vinicius, c'est dommage en tout cas pour Vinicius, hein, c'est dommage. Il a mérité son ballon d'or quand même. Là, rapidement, on est vers la fin. J'ai donné, parmi la liste des ballons d'or actuels, on a sur les 10, non, on va dire sur les 5 qui sont classés. Est-ce que tu penses que sur les 5, il y a quelqu'un qui méritait d'être devant un de ces joueurs ou qui méritait d'être deuxième ou troisième? Là, en premier, on a Rodri.
2, Vinicius, 3, Bellingham, 4, Dani Carvajal et 5, Haaland. Si tu penses que le classement est bien, à part Vinicius et Rodri, hein, Ouais. les gens qui suivent derrière, tu penses que quelqu'un devait être devant ou voilà, qui devait intégrer les top 5 ou... Si tu veux, je te donne les autres aussi. On a Kylian Mbappé, Lautaro Martinez, Lamine Yamal. Justement, moi, c'est celui que je vais mettre dans le top 5, c'est Lautaro. Lautaro Martinez. Il mérite d'être dans le top 5. C'est vrai. Même si j'aime pas l'Argentine et les Argentins, mais bon, ça c'est un... Bon, ça c'est un autre débat en plus. Ça c'est un autre débat. Mais non, il mérite. Il fait une saison incroyable où il gagne le Scudetto. Je crois qu'il gagne aussi la Coppa. Il est meilleur buteur d'Italie. Il est meilleur buteur de la Coppa aussi, il me semble. Franchement, il fait une saison incroyable. Et je pense qu'il mérite au moins d'être dans le top 5. Et je trouve pas que Haaland fait une saison meilleure que la sienne, tu vois. Ouais, il était blessé. Donc, tu vas remplacer Lautaro à la place de Erling Haaland. De Erling Haaland, ouais. Moi, je mettrais Vinicius premier. Moi aussi, Vinicius premier, du coup. Voilà. Je mettrais Rodri deuxième. Ouais. Non, je t'ai dit Rodri deuxième, non. Je mettrais Bellingham deuxième. Bellingham deuxième, ok. Ok, on a sous-estimé la saison de Bellingham. Il est troisième, on ne parle même pas. Il a fait une saison énorme quand même au Real. La première partie de saison et la deuxième, il a eu quelques blessures et tout ça. Mais avec l'Angleterre, il a fait l'héros, il a joué la finale. Mm-hmm. Il a fait une bonne. Et il marque un but décisif, il me semble, en demi-finale ou en quart. Ils sont à 2 doigts d'être éliminés. Il les sauve. C'est un bon joueur. Il a fait une bonne saison. Il mérite. C'est un super joueur, Bellingham. C'est un super joueur. Moi, personnellement, je mettrais en deuxième position. Après, je mettrais Rodri. Et je mettrais Carvajal en quatrième. Et Lautaro, je pense pas. Moi, je mettrais plus. Je mettrais. Ah là 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 là. Je mettrais Yamal. Hein. Yamal en cinquième devant Lautaro. Yamal en cinquième parce que Yamal, je crois qu'on l'a sous-estimé par rapport à sa jeunesse. On a dit qu'on va le faire monter petit à petit. Non, le gars, il a joué. Oui, mais en fait, Yamal, j'entends ce que tu dis, mais je pense que Yamal, il a brillé en fait pendant l'Euro et ça nous a tellement marqué pas que pendant l'Euro. Non, il fait une bonne saison. Il fait une bonne saison, mais il fait pas la saison qu'il fait la saison dernière, c'est pas à l'image par exemple de ce début de saison. Son début de saison, c'est différent. Cette année, c'est incroyable, que ce soit lui ou Rafinha ou Lewandowski. Et puis même, je pense que Lewandowski, s'il continue comme ça et que le Barça gagne des titres, ça peut être un potentiel ballon d'or. Mais bon, ça, on en parlera dans quelques temps. Mais je pense que Yamal, l'année dernière, il fait une très bonne saison avec le Barça. Il fait une bonne saison, pourquoi ? Tout comme Rodri. Une bonne saison avec City. Ouais, voilà. Mais en fait, à l'Euro, il éclabousse le monde de son talent, en fait, tu vois. Il mérite de monter. Et je pense que c'est ça qui fait que tu le hisses aussi haut. Mais moi, je pense que je resterai quand même sur Lautaro parce que il y a plein de matchs où il débloque des situations. Meilleur buteur dans le championnat, partout où tu joues, c'est pas 20, tu vois, c'est pas quelque chose qu'il faut négliger. C'est vrai. Ça reste quand même très dur. On va faire la suite jusqu'à au numéro 10. Hein. Donc les restes qui sont derrière. Donc on a Kylian Mbappé, 6e. Lautaro, Lamine Yamal, Toni Kroos, Harry Kane. Donc qui tu vas enlever? Tu penses que la liste après elle est correcte ou Non, moi je pense qu'on a oublié un joueur africain d'ailleurs. Ah, de Atlanta. Atalanta, exactement, Ademola Lookman. Ouais. Moi je pense que franchement, il doit au moins être dans le top 10. Au moins. Moi non. C'est compliqué. Hein. Moi je pense qu'ils ont oublié Florian Wirtz. Wirtz de l'Allemagne. Ouais. Il a fait une bonne saison. Ouais, mais bon, Lookman, tu vois, il a mis un triplé en finale de Ligue Europa. Ouais. Il fait une grosse saison avec l'Atalanta. Si tu dois le mettre, tu le mettras à la place de qui alors? Tu vas enlever qui dans ces 5-là? On a Mbappé, on a Lautaro Martinez, on a Yamal, on a Kroos et on a Harry Kane. Tu vas enlever qui pour mettre Lookman? En fait, j'aurais voulu enlever Harry Kane, mais je peux pas l'enlever. Pourquoi? Parce que ça reste quand même le meilleur buteur de la saison avec Mbappé. Il a joué aussi la finale de l'Euro.
Oui, bon, même s'il n'a pas été, franchement, il capitaine. n'a pas été très influent, hein. C'est pas le Harry Kane qu'on attendait, Ouais. tu vois. Il joue la finale, mais bon, il n'a pas été très décisif. Non. Moi, je le mettrais plutôt parce que voilà, il fait une saison où, en tout cas statistiquement, il est très 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 au-dessus avec Mbappé. Mais franchement, si on avait un que je devais enlever, ça serait lui. Mais bon, après, avec ses stats, on peut pas discuter. Il marque plus de buts que tout le monde. Et c'est un numéro 9, donc c'est ce qu'on lui demande. Donc bon, mais bon, je trouve que je sais pas, je trouve qu'il y a des mots là, Lookman, il mérite quand même. Il Ouais. mérite quand même. Après, Tony Kroos, je Moi, pense j'enlèverais aussi Kroos, c'est hein. non, tu peux pas enlever Kroos parce que Pourquoi? c'est C'était c'est un une cadeau, hein. légende, C'était c'est un la cadeau. légende. Un cadeau. Il part sur un type de, ouais, c'est un cadeau quoi. C'est un Ouais. peu un cadeau. C'est Voilà. un peu un cadeau. Il part sur un type de champion de Champions League. Il fait aussi une très grosse saison pour sa dernière. En tout cas, symboliquement, tu peux pas l'enlever. Je pense qu'il doit rester dans le top 10, Kroos. Donc, il est là symboliquement. Merci, Kroos. Symboliquement. Tu es là symboliquement, on connaît, hein. On se souvient, là. C'est vrai, en plus. Parce qu'après, je vois derrière, il y a des bons joueurs. Peut-être dans les années à venir, Ouais. comme Nicolas Williams, c'est un bon joueur. D'ailleurs, je Ouais, sais Nico pas Williams, ouais. pourquoi il n'a pas quitté. Voilà. Daniel, Ouais, excellent. excellent aussi, ouais. Et Wirtz, il est aussi bon. Et Foden, pour moi, il stagne un peu. Et Non, après, Foden la saison dernière, il finit meilleur joueur de première ligue, hein. Là, tu parles, tu dis ça parce que cette saison, il n'est pas. Voilà. après, en première ligue, on voit pas, il y a plus des têtes de gondole. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Après, ça reste quand même le meilleur championnat du monde pour Oui, moi, hein. championnat, mais comme avant, tu savais que tu voyais un Thierry Henry, tu voyais un Oui, Didier Drogba, tu voyais un. mais ça, de toute façon, c'est le football actuel. C'est le football actuel. Tu n'as plus vraiment, comme à notre époque, je sais pas si tu te rappelles, par exemple, des classicos ou des joueurs qui faisaient les équipes. Euh, Si tu vas en première ligue, c'est exceptionnel. Chelsea, Arsenal, Voilà. United, toutes ces grosses équipes Il y a des nouvelles têtes qui arrivent maintenant. qui arrivent. Moi, je pense que en fait, on est un peu dur aussi avec la nouvelle génération. Il faut leur laisser le temps de s'installer et tout. Ils prennent Et trop de temps aussi. comment? Ils prennent trop de temps. Messi, Ronaldo, quand ils sont arrivés, c'était boum. Messi, premier match Champions League, tac. L'année prochaine encore. Tu vois? Ouais, mais Messi et Ronaldo, il faut leur laisser dans leur monde. Eux, ils sont à C'est des part. monstres. Ouais. Ils sont à part, ils sont à part. Mais moi, j'ai une petite question là, parce que j'avais eu un petit débat là, vite fait là, avec des collègues. On voulait savoir, en fait, en termes de numéro 9, est-ce que Messi est plus fort que R9 Les sur le numéros 9. poste de numéro 9? Messi, il a joué en faux 9. Ouais. Il a souvent joué en faux 9. Et moi, je pense que Messi, il est plus fort que Ronaldo en termes de 9. Je pense. Je pense que Messi est plus fort qu'en termes de 9. Je suis pro Cristiano Ronaldo, mais je trouve que. Non, je te parle pas de Cristiano De Ronaldo. qui? Je parle de R9. Ah non, non, je crois que. Il faut dire le vrai Ronaldo, parce que là, voilà, le vrai Ronaldo. Ah, mais non, là, il n'y a pas photo. Voilà. Moi, Tu m'as fait peur. j'ai entendu Cristiano, je dis Ronaldo, Cristiano. Non, je parlais de R9, R9. Moi, Non, mon parce que joueur oui, moi, préféré, ouais, mon joueur préféré de tous les temps, c'est Ronaldo R9. C'est R9. mon joueur préféré. Ok. Pour moi, jusqu'à ces jours, j'ai pas vu un joueur qui m'a donné plus de passion, plus de sensations que Ronaldo. Ses buts, ses dribbles, son charisme et tout ça. Donc, Même son Ronaldinho. Ronaldinho, je l'ai aimé. J'ai aimé Ronaldinho, son jeu et tout ça, mais Ronaldo, c'était autre chose. Il te faisait rêver, en fait. Tu vois, le Ouais, match, ouais. il marquait la célébration. C'était un joueur. C'était un tout, en fait. Ah oui, Ouais. c'était. Voilà. Je me souviens encore, j'ai une image dans ma tête du dernier match. Son dernier match, sa dernière Coupe du Monde. J'étais pas enfant, j'étais en Afrique, je l'ai vu sur Yahoo, hein, juste les extraits. J'ai vu le match, après je suis allé voir les photos, je téléchargeais les photos de Ronaldo. C'est le but qu'il a marqué face au Ghana. Quand ce gars-là, le passement de jambes. Voilà, on lui a fait piste net et tout ça, passement de jambes, tac. Il était lourd, hein. Ouais, c'était Il a le marqué. Ronaldo, mais. Pour moi, lui, c'est incontestable. Ouais. Non, c'est un très, très grand. C'est un très, Les très, gens très grand. ils ont dit que Messi était plus fort. Oui, ils Oh. ont sorti les stats. Oh. Ils disent que oui, Messi, il est plus fort. Il a mis tel nombre de buts. Moi, je leur ai dit, mais les gars, on parle en termes de qualité de neuf. En termes de qualité de neuf. Il fallait préciser aussi que le football, après
quand il y a eu Messi et Ronaldo, c'était des joueurs qui étaient protégés. Aussi. Ouais, parce qu'il y a les clubs demandaient à la fédération demandait aux équipes, même ici, on demande de protéger tel joueur parce Bien que sûr. les joueurs vont mal, ils vont s'attaquer à eux et tout ça et tout ça. Et on voit que les défenseurs ils ont peur, ils sont beaucoup plus intelligents quand ils ont Messi, ils ont Mbappé, ils ont des joueurs comme ça en face. Mais à l'époque, quand Ronaldo jouait, les défenseurs étaient sans pitié. Tu avais Ouais, un ils s'en foutaient. Nesta, Cannavaro, Maldini. Et la preuve, on voit qu'il s'est blessé à plusieurs reprises. Pourquoi? Ouais. Parce qu'il se faisait tacler, il faisait. Voilà. Et les ronds de Messi, ils ont été protégés. Ouais, le foot, il était beaucoup plus rugueux C'est ça. à son époque qu'aujourd'hui. Même, Ça a changé. il y a eu comment il s'appelle? Nesta. Ouais. Et on lui a demandé de faire la comparaison entre les deux. Et il dit que il a pu rejouer face à un joueur comme R9. Alors que quand il joue avec R9, il est au top de sa forme parce qu'il est super jeune. Et il me semble qu'il joue à la Lazio encore à cette époque-là. Et Ronaldo R9, il joue à l'Inter. Il me dit que en fait, c'était stratosphérique. C'était un monstre. Messi aussi, c'est un super joueur. Et parce qu'il a joué aussi contre Messi, quand il est arrivé au Milan, il dit que Messi aussi, c'était un super joueur. Mais Ronaldo, c'était autre chose, en fait. C'était autre chose. Il n'y a pas photo pour Ronaldo. Il y a un sujet qu'on voulait aborder, mais ça nous prendra plus de temps. Mais on va finir là. D'après toi, après Georges Weah, qui est le seul ballon d'or africain, on le précise. Ouais. Mister Weah, donc c'est le seul qui a gagné le ballon d'or. Le boss, Mister Weah. Franchement, on est fiers de lui parce qu'au moins, il y a un Africain qui a gagné le ballon d'or. Oui, et surtout l'après-carrière aussi, très inspirant. Ouais, l'après-carrière aussi, tout à fait, c'est ça. L'après-carrière aussi, président et tout ça. Et là, aujourd'hui, il est plus président, mais il fait autre chose. Et son fils aussi, on voit qu'il fait pas mal de choses. Avec la Juve, ouais. Timothy Weah. D'ailleurs, il a dit qu'il voulait jouer pour la Juve. Weah. Je pense qu'il a dit que son club préféré, c'était la Juve. Ah, ok. Ouais, le jour du Ballon d'Or. Et du coup, il a dit on joue pas forcément pour son club préféré. S'il aurait préféré, il jouerait pour la Juve, mais là, je joue pour le Milan. Et là, aujourd'hui, son fils joue pour la Juve, donc ça va. Ça a réussi à exaucer au moins. Ouais. Donc, du coup, après Weah, quel joueur africain penses-tu qu'il aurait mérité le Ballon d'Or? Je te donne pas, parce que si je te mets un tel contre tel, tu sais déjà de qui je parle. Si je mets un tel contre tel, c'est vrai qui contre qui. Voilà. Là, si tu direct comme ça, je vais te mettre un tel contre tel, ou soit je te laisse le choix. Non, moi, je peux me laisser le choix. Moi, c'est tout droit. C'est tout droit, moi. Vraiment, le joueur africain qui aurait mérité, après Mister Georges Weah, le boss, pour moi, c'est Samuel Eto'o. Ok. Qu'on le veuille ou pas. Pourquoi? Parce que Samuel Eto'o, c'est en fait, on se rend pas compte peut-être aussi par rapport à ces différentes sorties, tu vois, parce que on va pas, hein, c'est un Camerounais, c'est le continent, c'est quelqu'un de très sûr de lui, hein, il aime bien se vanter, il aime bien, voilà. Mais franchement, ce qu'il a fait, que ce soit pour le football africain et en tant qu'Africain dans le football européen, c'était incroyable parce que je me rappelle déjà avec le Cameroun, l'équipe qu'ils avaient en 2002, par exemple, quand ils vont en Coupe du Monde, et quand il dit qu'ils avaient une équipe, en tout cas en termes de potentialité, qui aurait pu gagner la Coupe du Monde, il raconte pas n'importe quoi. Parce que c'était vraiment une très grosse équipe. Je sais pas si tu te rappelles, c'était le Cameroun, où ils avaient le maillot en mode débardeur. Vraiment, même, ils étaient sponsorisés. Ils étaient sponsorisés. En mode cinglé, Il a interdit après cinglé. Voilà. Après, ils rajoutaient des trucs noirs, des t-shirts. Justement, on les a demandé de rajouter le truc noir parce qu'ils étaient sponsorisés par Puma, je me rappelle. Comment Handicap, ils jouaient à ses dents. Oui, oui. Oui, il y avait des Djemba, il y avait des qui tapent. Il y avait Patrick Mboma. Franchement, ils avaient une équipe de fou, tu vois. Et quand il dit ça, c'était pas n'importe quoi. Et il me semble qu'à cette époque-là, il jouait encore à Majorque, pour te dire, tu vois. Il était très jeune. Et je crois qu'ils gagnent 2 CAN, où ils sont au-dessus de tout le monde en Afrique. Et avec son club, donc forcément avec le Barça, la saison en 2005, où il gagne contre Arsenal, je ne sais plus c'est quelle année, 2005 ou 2006, c'est lui qui décompte tout. Et il y a une phrase aussi qui est très drôle où il dit des joueurs comme Suarez, comme Henry,
ou je ne sais qui ont joué avec Messi. Mais Messi, il a joué avec lui. Et c'est pas faux. Et c'est pas faux parce que. Pour ne pas te couper, Emmanuel. Ouais. D'ailleurs, quand tu parles de ça, là, je rejoins que Samuel Eto'o, c'est vraiment un joueur, un grand joueur. Mm. R9, Ronaldo, j'ai suivi récemment, il a dit, je ne sais pas si tu as suivi, Non. il a dit, quand il jouait le Classico face au Barça, il savait qu'en face, il y avait Ronaldinho. Pas que Ronaldinho. Et lui, il jouait aussi face à Eto'o. Il a dit, c'est Eto'o, c'est le joueur qui l'a impressionné, un joueur complet. Il dit, quand il regarde le parcours d'Eto'o, il voit un peu son parcours. Il a joué pour le Real, il a joué pour le Barça. Lui aussi, pareil. Il a joué à l'Inter, lui aussi, il a joué à l'Inter, ainsi de suite. Et il a dit que voilà, en termes de qualité, dribble, puissance, défense, défendre et tout ça, ils ont les mêmes qualités. Et il a dit que c'était son souhait. Il aurait aimé jouer avec Eto'o et il pense qu'ils allaient faire des dégâts, en fait. Ah, ça, c'est sûr. Mais regarde, tu vois à quel point, jusqu'où ça va. Ouais. Le grand, il phénoménal R9. Ah, il a reconnu. Il reconnaît comme ça. Donc, ça veut dire que le mec. Et pour te dire, en fait, je sais pas si tu te rappelles la saison où il gagne avec le Barça. Et je crois qu'ils se prennent la tête avec Guardiola. Il part à l'Inter. On le vend, lui, on le vend à l'Inter. Donc, on donne l'Inter avec un peu d'argent pour que l'Inter récupère c'est Guardiola. Pour qu'il récupère Zlatan. Il va à l'Inter et il regagne à l'Inter. Voilà. Ça, c'est vrai. Impressionnant. Et franchement, c'est très, très fort, tu vois. Je crois que je vais te rejoindre, hein, parce que pour moi aussi, Drogba aussi aurait pu gagner. Oui, non, on va pas Drogba, mais honnêtement, j'aime Drogba. Ouais. Mais c'est un joueur que j'ai aimé, sa carrière, son charisme, son talent, tout ce qu'il a rapporté au foot et tout. Mais je pense que Samuel Eto'o, c'est plus fort. On regarde son parcours pendant qu'il était en Europe, il est parti ailleurs, il a fait une longue carrière et tout ça. Il a vraiment joué son combat pour le foot, pour l'Afrique et tout ça. C'est quelqu'un qui est engagé et qui a le talent, en fait. Il a eu des problèmes et tout ça, mais il a marqué l'histoire du football africain. Donc, si aujourd'hui on doit citer les grands joueurs, je pense que Samuel Eto'o, dans les top 10, forcément, il est là. Non, il doit être dedans. Après, moi, attention, moi, franchement, si je dois choisir entre les deux, parce que voilà, ça a toujours été un peu ce truc-là, Didier Drogba, Samuel Eto'o. Moi, je suis plus Mr. Dider, Mr. Didier 225, Côte d'Ivoire. Oui. Mon gars. Mais quand on regarde objectivement, Samuel Eto'o, c'est incroyable. C'est incroyable, franchement. De là où il vient et ce qu'il a accompli, c'est extraordinaire. Tu vois, c'est extraordinaire. Et je pense qu'il aurait mérité beaucoup plus qu'il a eu. Et même en termes de ballon d'or, justement, en termes de classement de ballon d'or, c'est pour ça que je te dis que les joueurs africains ne sont pas respectés parce que en termes de performance, ça aurait été un Argentin ou un Brésilien ou un Français ou un je ne sais quoi, ça serait tout de suite autre chose, tu vois. Ouais. Et ça fait dommage aussi. D'ailleurs, dans le classement du Ballon d'Or depuis 2006 ou 2005, j'ai regardé, j'ai vu que les Africains étaient souvent classés 4e, 7e. Donc, c'est vraiment rare de trouver un Africain dans le top 3. Soit Sadio Mané ou. Sadio Mané sur le Ballon d'Or de Benzema. Je pense qu'il est 3e. Ouais, Benzema, il a mérité. Je pense qu'il a mérité. Mané aussi. Benzema, c'est un Ballon d'Or, il n'y a rien à dire. On n'a pas à débattre de ça. C'est un grand joueur. Et d'ailleurs, pour finir, j'ai posé, il y a 5 jours, j'avais fait un sondage sur Terre Africa pour savoir si qui méritait le Ballon d'Or, Rodri ou Vinicius Junior ou Bellingham. Et il y a 33 personnes qui ont voté. Okay. Et la personne qui devait, d'après les gens qui suivent Terre Africa, c'est Vinicius qui devait remporter le Ballon d'Or. Donc, en pourcentage, ça fait 82% qui ont voté pour Vinicius Junior. Okay. Et Rodri et Bellingham, c'est départage, en fait, les voix. 9 contre 9. Donc, ça veut dire que les gens qui nous suivent pensent que Rodri et Bellingham, ça se tape. Ça, c'est statico, donc ils ont le même stat, quoi. Okay. C'est très intéressant, ça. Bellingham, c'était un vrai candidat, en fait. Bellingham, franchement, jusqu'à la première partie de saison, c'était un ballon d'or. C'était un ballon d'or. Je pense que c'est la deuxième partie de saison, je pense qu'elle a été dure aussi physiquement parce qu'il a énormément donné en première partie.
Ouais. Mais je pense que si sa deuxième partie de saison était un peu plus Mitigé, hein. voilà, et qu'il aurait gagné l'Euro surtout, je pense que ça aurait tout changé. Ça aurait tout Ou soit changé. s'il aurait marqué en finale de Ligue des En Champions. finale de ouais. Aussi, parce qu'en finale, je crois qu'il a vraiment. Il a rien fait au fait en finale. Ouais. Bon, pour finir, on a le Ballon d'Or africain, continent. Yes. Donc, ça sera bientôt. Je crois que c'est d'ici là, il y aura la cérémonie début décembre ou bien fin novembre. Il me semble aussi, ouais, début décembre. Et déjà, je poserai la question qui, selon toi, mérite de remporter le Ballon d'Or africain? Je te donne les 10 noms. Donc, les gens qui nous suivent, c'est dans les sondages et tout ça, le Terre Africa, j'ai mis un sondage sur les 10 personnes, les 10 joueurs qui méritent, hein, ouais, de choisir la personne qui mérite de gagner et de remporter ces ballons d'or. Donc, là, j'ai quelques commentaires, on me dit Chancel Bemba, Chancel Bemba. Après, Les deux. là, il y a Amin Guri, d'Algérie, d'accord, l'Algérien, ouais. Edmond Tabsoba, Burkina Faso. Burkina, ouais. Il y a Simon Adinga, Côte d'Ivoire. Adingra, ok. Chancel Memba, RDC. Il y a Serou Guirassy, Guirassy, ouais. Akraf Hakimi, Maroc. Sofiane Raimi, Maroc. Je ne connais pas trop, Sofiane Raimi, mais bon. Abdemola Lokman, Nigeria. Ouais. William Trost Ekong. Moi, il m'a impressionné. Trost Ekong, le défenseur nigérien. Ouais. Et Rowan Williams, Afrique du Sud. Mais je ne connais pas trop. C'est le gardien. Le gardien Williams. Le gardien incroyable. Là. Ouais, c'est. Bon, selon toi, qui mérite de gagner? Bon, là, on parle du premier. Hein, mais déjà, là, tu m'as sorti la liste. Mais il y a un truc qui me choque, moi. Il manque un joueur. Il n'y a pas Mohamed Salah. Il n'a rien fait. Ah, non. Il n'a rien fait. Il était. Attends. Salah, moi, je trouve que Salah, il est en train de descendre. Les gars. Il est en train de descendre. Salah, il est en train de descendre. Soyons sérieux. Non. Malheureusement, je n'ai pas les stats. On reviendra lors de il faut pas le problème avec le gars qui est parti. Comment il s'appelait encore? L'ancien entraîneur de Liverpool. Là. Klopp. Il a eu des problèmes avec Klopp. Il n'était pas bien. Et voilà, après le départ de Klopp, il a quand même essayé de remonter la pente. Mais ça là, c'est plus le même joueur. C'est peut-être le même joueur, mais je pense que il est temps qu'il quitte Liverpool pour aller voir ailleurs. Parce que... Non, moi, je pense qu'il est bien, parce que là, il fait un très bon début de saison. Hein. Mais franchement, sur les 10 noms qu'il y a là, ne pas mettre Mohamed Salah, mais moi, je pense bizarre. En fait, là, tu soulèves un bon point, parce que moi, je pense que sur cette liste-là, pour notre ballon d'or, le ballon d'or en Afrique, on s'est fié plus à la CAN. Parce que si tu regardes les joueurs qui sont là, c'est des joueurs qui ont marqué la CAN. Oui, c'est ça en fait. Mais il n'y a pas Osimhen. Il n'est pas là. Ah, les gars, soyons sérieux. Ils n'ont pas mis Osimhen, rien du tout. Soyons sérieux. Donc, tu vois, la liste déjà, elle est bizarre. Elle est bizarre, ouais. D'ailleurs, c'est les critères qui a voté pour ça, je ne sais pas. Je ne sais pas qui a voté. C'est quoi les critères pour le ballon d'or africain? C'est quoi les critères? On ne sait pas encore. Le ballon d'or africain, on ne sait pas c'est quoi les critères. On va essayer de voir. Hein. On va essayer de voir. Ils sont pas. Parce que nous, on ne sait pas qui a voté pour ces gens-là. Ouais. On ne sait pas. Donc. En tout cas, sur les noms qu'il y a là, sur les 10, franchement, sur les 10. Ah, c'est un vote par pays. Je crois que c'est les fédérations, quelque chose comme ça, qui votent, au fait. Hein. Ouais. C'est les fédérations qui votent. Et donc, il y a un collège. Ils ont dit le trophée est attribué chaque fin d'année par le vote d'un collège africain. Avec un vote par pays. Donc, il y a un collège qui vote et chaque fédération donne un nom. Je crois que les fédérations, ils vont consulter les capitaines forcément. Quand ils vont 10 fédérations, donc ils vont voir les capitaines de chaque pays, voilà, qui vont voter. Et pas les journalistes comme en Europe, parce que là, c'est... tac. Ah, mais voilà, ils n'ont pas donné plus de détails. Hein. Ouais. Ok, en tout cas, on sait que c'est un collège de personnes par pays qui choisissent un joueur pour le ballon d'or africain. Ah. Ok, bah écoute. Donc, moi, je pense qu'il faudrait le revoir parce qu'il y a pas mal de noms qui manquent. Mais après, bon, sur la liste que tu m'as donnée là, moi, franchement, la personne qui a marqué
connais, hein. Je connais qui tu vas. Je sais, tu as déjà parlé de lui il y a quelques minutes. Là. Ah ouais, non, je suis désolé. Je suis désolé, les gars. Moi, pour moi, c'est la personne qui a marqué la saison, c'est Ademola Lookman. Ouais. Après, il y en a qui peuvent me dire Guirassy aussi, parce qu'il a fait une très grosse saison. Mais franchement, Lookman, les gars, c'est. Ouais. Bah, pareil. Il est à un autre niveau. Il est à un autre niveau, on va pas se mentir. Moi, je suis d'accord avec toi, hein, parce que franchement, il ne faut pas ignorer ce qu'il a fait. Le Nigeria, c'était un bon joueur, il a bien joué, franchement, il mérite. Même dans le classement du Ballon d'Or, comme tu l'as dit tout à l'heure, il méritait d'être dans les top 10. Et si on se fie, on regarde que la liste qui a été donnée là, et on regarde juste les prestations de la CAN, moi je dirais que si on regarde que la CAN, hein, si on regarde le côté international, international, c'est-à-dire en club, équipe nationale, je dirais. Ouais. Mais si on regarde que la CAN, moi je donnerais à Adingra. Adingra? Oui. Ballon d'Or africain. Pourquoi pas? Parce qu'Adingra, il a fait une CAN exceptionnelle. On regarde le parcours. Là, en fait, on récompense le meilleur joueur de la CAN. C'est ça. Mais quand on regarde la liste, tu viens de le dire, il manque Salah, parce que pourquoi Salah n'est pas là? Il a fait une CAN catastrophique. Ouais, c'est vrai. Qui d'autre qui manque là? Tu m'as dit Osimhen, il manque Osimhen, il n'a pas marqué, il a marqué un but, il était fantôme sur le terrain. Tout ça, donc c'était compliqué. Non, en fait, non. On peut pas donner à Dingra. Ouais. Moi, les Ivoiriens, hein, vous êtes dans le cœur. Hein, calmez-vous. Mais là, on ne récompense pas le meilleur joueur de la CAN. On récompense le ballon d'or africain. Joël, la CAN, c'est chez nous. Donc là, on ne récompense pas le meilleur joueur de la CAN. On récompense le ballon d'or africain, les gars. Il faut qu'on soit sérieux. Effectivement. On ne peut pas donner ça à Dingra, parce qu'à Dingra, la saison dernière avec Brighton, je ne sais même pas combien de fois il a été titulaire. C'est un super joueur, c'est un très bon joueur. Hein. Mais les gars, il faut qu'on soit sérieux. Il y a des mecs qui ont fait des très grosses saisons. Si on donne à Guirassy, par exemple, ça ne me choquerait pas. Même si là, on les a sortis en quart de finale. Ouais. Mais ça me choquerait moins. Si on donne ça à Lookman, ça me choquerait moins. Williams, par exemple. Les Chancel Memba. 2002. Ouais. Ah, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas 2002? Pourquoi pas? Même s'il sort en demi, mais il fait une grosse saison déjà. Ouais, c'est vrai. En plus de ça, il fait. Après, tu connais les défenseurs, bon, c'est un peu compliqué. Compliqué. Ouais. C'est un peu compliqué. En tout cas, on verra. On va revenir quand ils vont voter. On va revenir les votes pour voir. On reviendra pour combien Adingra il va avoir en pourcentage. Tu verras qui sera vraiment. Moi, je pense en tout cas, hein, parce que je vois le joueur. La crise qu'il y avait avec la Côte d'Ivoire. Après, il s'est démarqué, il a vraiment joué, c'était un bon dribbleur, spectacle. C'est un peu le même style que Vinicius et tout ça. Et en termes en Coupe d'Afrique, il a fait une bonne Coupe d'Afrique. En tout cas, on est à la fin. Yes. Manuel, un dernier mot pour finir concernant ces sujets hein, concernant le ballon d'or qui a été décerné à Rodri. Ouais. Bon, en tout cas, les gars, on a donné un peu nos points de vue. On a essayé de faire le tour, d'être le plus objectif possible, d'être le plus, le plus objectif, donner vraiment notre ressenti par rapport au Ballon d'Or, à tout ce qui entoure le Ballon d'Or, à comment fonctionne aussi le football européen, le football mondial. Maintenant, on n'est pas des savants, hein. On connaît le foot et tout, on regarde, on est des passionnés, mais bon. Si vous avez d'autres idées, d'autres arguments et tout, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et on essaiera de regarder tout ça et d'améliorer s'il faut améliorer dans les prochaines vidéos. Donc, franchement, avec plaisir, on essaiera de refaire des émissions comme ça le plus souvent, parler un peu des choses qui nous passionnent aussi, même si on sait que bon, l'Afrique, c'est vraiment le centre, mais voilà, on a aussi d'autres passions et d'autres sujets de conversation. Donc, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, c'est très, très important pour faire grandir la chaîne. Et voilà, pour que nous aussi, on continue à évoluer, de plus en plus à vous donner des vidéos de qualité, quoi. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Hein. En tout cas, merci Emmanuel, tu as tout dit, tu as tout résumé. Hein. Donc, c'est des émissions face à face, comme ça, on va essayer de faire sur le sport. Voilà, on va essayer de décrypter et tout ça pour
voir. Donc, comme il a dit, on n'est pas les experts, c'est-à-dire qu'il y a des choses on s'est trompé sur les dates et qu'on sort. Et nous, tenez par rigueur. Mettez-les dans les commentaires, commentez. Et si vous commentez, si vous voulez aussi participer un jour avec nous, il n'y a pas de problème. On va parler. Argument, donc il n'y a pas de problème. En tout cas, on vous remercie et on vous dit à la prochaine. Abonnez-vous et continuez à nous suivre. Et merci déjà pour toutes les personnes qui nous soutiennent, qui nous suivent. Donc, on est en train d'évoluer. Donnez-nous de la force, comme on le dit. Donnez-nous de la force, les gars. Voilà. Merci. Ciao. Ciao. Abonne-toi sur notre chaîne Terre Africa, partage nos vidéos et continuez à nous soutenir. Nous vous remercions pour votre soutien à votre chaîne Terre Africa.